Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Après la poudre à canon et la bombe atomique, l'intelligence artificielle serait en passe de devenir la troisième plus grande révolution dans l'histoire militaire. Des drones autonomes aux robots tueurs en passant par le ciblage algorithmique, l'IA a d'ores et déjà transformé les champs de bataille. De quoi redouter une surenchère technologique des moyens de tuer. Dans ce Sur le fil, je vous propose de faire le point sur les questions éthiques que pose l'usage de ces armes intelligentes et les risques liés à leur prolifération. Pour en parler, nous avons invité Laure de Roussy-Rochegonde, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, qui a consacré un livre très remarqué à la question de l'IA dans la guerre, ainsi que Didier Loras, journaliste à l'AFP et spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Sur le fil. Oubliez Terminator et son lointain futur apocalyptique. Les robots tueurs existent déjà, à commencer par les drones. Nous vous en parlions déjà dans un précédent épisode de Sur le fil. Depuis le début des années 2000, ces engins volants capables de surveiller et de frapper depuis le ciel se sont multipliés sur tous les champs de bataille de la planète et sont désormais dopés à l'intelligence artificielle. Mais l'usage de l'IA dans la guerre est loin de se limiter à ces munitions rôdeuses, comme l'explique Laure de Roussy-Rochegonde. L'intelligence artificielle appliquée au domaine de la guerre peut prendre des formes très différentes, qui peuvent aller des moyens logistiques, par exemple on peut imaginer des robots mules ou des algorithmes de prédiction des besoins en nourriture, par exemple, des troupes. On peut aussi trouver tout ce qui concerne le renseignement, la reconnaissance, la surveillance. Et après, on retrouve aussi l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle la lutte informationnelle, donc les ingérences numériques étrangères, par exemple, où là, on peut fabriquer de faux contenus, des deepfakes, qui peuvent être utilisés pour véhiculer des récits. Donc l'IA est intégrée en fait à l'ensemble du système de force des armées modernes et dans des domaines très différents, des domaines qui peuvent être plus ou moins sensibles sur le plan moral. Mais l'IA se décline aussi dans tout un éventail d'armes offensives. Des chars d'assaut autocontrôlés, des mitrailleuses lourdes à reconnaissance faciale, à même de viser automatiquement les soldats ennemis, des drones autonomes sans pilote capables de fonctionner en groupe, ou encore en version maintien de l'ordre, équipés de tasers ou de grenades fumigènes. Et en matière d'IA, un conflit en particulier a joué le rôle d'accélérateur d'innovation, comme un gigantesque terrain d'essai. Il y a eu un point de bascule avec le début de la guerre en Ukraine de 2022, où là, en fait, tous les ingrédients étaient réunis pour que les applications concrètes, opérationnelles, puissent exister. Et le terrain ukrainien a offert une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui a permis de tester énormément de systèmes. Alors ensuite, les retours d'expérience ont été de plus en plus nombreux, en temps pratiquement réel, de manière quasiment instantanée. Et donc, les systèmes se sont améliorés, sont devenus de plus en plus indispensables sur le champ de bataille. Et on en est arrivé à un point où on a un recours à l'IA extrêmement important. Il n'existe pour l'instant aucune preuve à 100% qu'une IA aurait pris seule la décision d'ouvrir le feu. Mais les moyens existent. Et les systèmes d'armes capables de traquer, identifier et frapper seuls les cibles ne relèvent plus du tout de la science-fiction. On l'a vu, l'IA joue surtout de plus en plus un rôle de support et de soutien au sein des armées. Dans la bande de Gaza, par exemple, l'armée israélienne est suspectée de faire appel à l'IA pour assister au ciblage, ce qu'elle conteste. L'opérateur humain, lui, n'a qu'une poignée de secondes pour décider de tirer ou non, à partir des informations que lui donne son assistant virtuel. Sauf que déléguer à une IA le soin de choisir et de proposer des cibles est tout sauf anodin, comme l'explique Didier Loras. L'algorithme travaille sur une méthode que l'humain ne maîtrise pas. On ne comprend pas, ça va trop vite. Le jeune militaire de 20 ans qui n'est pas forcément formé, qui doit prendre entre 30 secondes et 1 minute pour décider qu'est-ce qu'il fait à partir de la proposition de la machine, sachant qu'il ne sait pas comment la machine est arrivée à ce résultat-là, les États peuvent bien se cacher derrière l'idée qu'il y a toujours une décision humaine. On peut quand même se poser la question de à quel point c'est une décision réellement humaine et à quel point elle est induite par une machine dont on ignore tout. Et c'est là le problème qui inquiète le plus les experts en sécurité, ainsi que les associations qui luttent pour réglementer l'usage de l'IA dans les conflits. Quelle liberté d'action faut-il laisser à la machine ? Doit-on lui donner le droit de tuer ? La seule vraie question, c'est est-ce qu'on a un robot qu'on peut programmer avec des choix humains et qui continue à prendre des décisions qui sont de l'ordre de l'humain, avec notamment cette question que l'homme se pose, est-ce que j'ai le droit de tuer ? Est-ce que c'est le moment de le faire ? Est-ce qu'il y a des risques pour les civils ou autres ? Ou bien est-ce qu'on a une machine qui, à un certain moment, va prendre des décisions toute seule ? Plutôt précurseur, la France s'est rapidement penchée sur la question, lorsque les enjeux liés à l'IA dans les conflits ont commencé à émerger.
En 2019, la décision du comité d'éthique de la défense du ministère des Armées a ainsi rendu un avis qui va dans le sens d'un relatif encadrement. L'armée française devrait s'interdire de développer des systèmes d'armes létaux autonomes, dits SALA, mais travaillerait sur des SALIA, des systèmes d'armes intégrant de l'autonomie. La différence est subtile. On voit bien, cependant, que si jamais dans 20 ans, la France subit une attaque dans laquelle le territoire national serait menacé par des systèmes autonomes, et que donc il faudrait réagir extrêmement vite à cette offensive, le temps de réaction humain pourrait être trop long, et donc c'est là qu'on pourrait avoir la tentation de rendre des systèmes de plus en plus autonomes. Israël, le Royaume-Uni et surtout la Chine et les États-Unis investissent massivement dans le domaine des IA militaires. Le gouvernement chinois, en particulier, a annoncé un plan pour faire du pays la première puissance en termes d'IA d'ici à 2030, auquel les États-Unis ont répliqué par un plan de développement du secteur qui se compte en centaines de milliards de dollars. Mais cette dangereuse compétition risque d'alimenter une nouvelle course aux armements et porte un risque de prolifération. À partir du moment où une arme apparaît, se développe, que la technologie fait qu'elle est de moins en moins chère, qu'elle est de plus en plus facile à utiliser, immanquablement, il y a des groupes non étatiques qui vont tenter de s'en emparer. On voit aujourd'hui, par exemple, les rebelles Houthis du Yémen qui ont une parfaite utilisation des drones. Il y a 15 ans, on aurait été à des années-lumière de ça. Donc demain, on peut très bien imaginer qu'un groupe non étatique un peu habile sur le plan informatique soit capable de reproduire des logiciels. Là aussi, le problème, c'est que dans le cas de l'intelligence artificielle, de la même manière que ça se diffuse très facilement, c'est très difficile de vérifier ce qui est fait. C'est pas comme par exemple dans le nucléaire où on peut compter le nombre d'ogives nucléaires, vérifier des mesures sismiques pour voir si des essais nucléaires ont été réalisés, par exemple. En fait, l'IA, c'est invisible. On ne peut pas savoir, par exemple, quand on observe une frappe de drone, si le drone était piloté par un humain ou piloté par une intelligence artificielle. Et le trouble que sème l'usage d'armes autonomes dans les conflits ne s'arrête pas là. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, et c'est un peu le sujet de mon livre, c'est la manière dont ces technologies remettent en question le contrôle de la force. Et le problème de ces techniques d'intelligence artificielle, c'est que de la même manière que les drones, ils rendent le fait de recourir à la force à la fois plus facile, puisque déployer un drone, c'est beaucoup moins dangereux, à la fois politiquement, humainement, économiquement, etc., que d'envoyer des forces spéciales, par exemple. Alors, face à de tels dangers, comment limiter les risques ? Je pense que le seul garde-fou possible, c'est une régulation. Et à mon avis, le bon canal pour ça, c'est la diplomatie du désarmement ou de la maîtrise des armements. Alors, qui comporte de nombreux problèmes, parce que la maîtrise des armements tend à s'effondrer, et on le voit avec plein d'accords qui tombent soit en désuétude, soit qui sont carrément dénoncés par la Russie, les États-Unis. Le président russe Vladimir Poutine a par exemple annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité New START en octobre 2023. Ce traité visait à prolonger les précédents traités START signés entre les États-Unis et l'URSS, puis la Fédération de Russie, dont le but était de réduire l'arsenal nucléaire et conventionnel de ces deux grandes puissances. Un signe parmi d'autres de la détérioration du climat international et de la capacité des États à s'entendre autour de règles communes. Une réglementation internationale supposerait déjà que les grandes puissances se mettent d'accord entre elles. Ce qui aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, quel que soit le sujet, est devenu complètement impossible. Sachant qu'on n'a pas tous le même regard sur l'avenir, on n'a pas tous le même regard sur ce que doivent être les sociétés de demain et sur quels sont les intérêts des uns et des autres, ça va être extrêmement compliqué d'imposer une vision politique pour empêcher chacun, dans le plus grand secret, de travailler au développement de ces armes-là. La question, c'est à quel point les États sont prêts à coopérer et à aller au-delà de leur seul intérêt national ou de leur seule peur de l'adversaire. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que souvent, il faut un peu un choc collectif, une image traumatique qui sert d'incarnation des maux de la guerre sur le champ de bataille. Ça a été le cas du gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale, du napalm pendant la guerre du Vietnam, de l'arme nucléaire avec Hiroshima et Nagasaki. N'attendons pas qu'il y ait l'équivalent de la petite fille au napalm pour l'IA pour réguler. On sait que ça pose des problèmes extrêmement importants. Régulons avant que ce traumatisme collectif n'arrive.
Plusieurs projets de résolution des Nations Unies et des années de discussion au sein des instances internationales n'ont pour l'instant pas abouti à des règles contraignantes en matière d'intelligence artificielle dans les conflits. En février 2025, la France accueillera le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui réunira experts et responsables politiques autour de ces thématiques cruciales. Les questions de gouvernance mondiale de l'IA doivent y être abordées, une occasion pour les États de définir les contours d'une nouvelle coopération, et surtout, la place qui doit être laissée à l'intelligence artificielle dans notre monde. Je suis Pierre Moutot, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain. À bientôt.